Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous recevoir en ce mardi 28 mai 2024. Il est 19 h et pour cette 149e émission, je suis heureux de recevoir une invitée qui est déjà venue sur le plateau. Bonsoir Jocelyne Chassard. Bonsoir Nicolas Bouvier. Merci à vous d'être là ce soir Jocelyne, sachant que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jocelyne, eh bien, elle est déjà venue 2 fois l'année dernière, dont au mois de décembre, pour nous parler de son combat contre les institutions administratives, la juridiction administrative précisément. Donc, durant l'émission, je ferai défiler des diaporamas concernant son parcours qu'elle va étayer au fur et à mesure. Et avant toute chose, pour le rituel de cette émission, je vais d'abord présenter mes conflits d'intérêts qui sont néants. Donc, je travaille à titre indépendant et totalement libre, sachant que je ne suis encarté dans aucun parti politique et que je ne suis affilié à aucune loge maçonnique, ni réseau, ni secte quelconque. Donc, est-ce que Jocelyne, c'est également votre cas? Oui. Alors, je suis affiliée à France Travail, puisque je cherche à... que ça. Voilà, donc je cherche à retrouver mon emploi perdu depuis 2019. Comme j'ai besoin quand même de quelques subsides pour subsister, donc je suis affiliée à France Travail. Et sinon, comme vous, je ne suis dans aucun parti politique, je ne suis dans aucune loge maçonnique, je ne suis dans aucune... si, je suis adhérente à une association qui s'appelle Enquête de justice. Et puis, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les deux institutions dont je dénonce les dysfonctionnements, c'est-à-dire l'éducation nationale et la juridiction administrative. Très bien. Alors, par contre, Jocelyne, vous vous êtes fait connaître durant la période des Gilets jaunes et je vais ressortir donc dans un instant la vidéo qui vous a révélé à tel point que même dans les boîtes de nuit, votre voix résonne sur le dance floor. Donc, c'est dire si vous avez laissé une trace, mais une trace importante. Donc, après cela, on va rebondir sur la situation qui nous concerne ce soir. Public depuis 3 ans, Macron a laissé mourir 25 000 personnes en interdisant l'hydroxychloroquine. Macron est vendu à Big Pharma et à Bill Gates. Macron est un dictateur avec sa clique. Darmanin, Buzyn, Véran, Dupond-Moretti. Une clique de dictateurs. Et il faut que la population se réveille. Parce qu'on est sous l'occupation. On est sous l'occupation. Posez-vous la question, pourquoi tant de personnes âgées sont mortes? Cherchez le décret Rivotril du 28 mars 2020, le décret Rivotril. Le Rivotril, c'est un médicament que les médecins ont donné aux personnes âgées pour les euthanasier. Le décret Rivotril. Le décret Rivotril a été pris par Véran et par Édouard Philippe le 28 mars 2020. Le Rivotril est un médicament qui impose, qui provoque la détresse respiratoire. Et c'est comme ça qu'il y a des milliers de personnes âgées qui sont mortes. Véran et Philippe sont des criminels. Des criminels. Et l'imposition du baillon, c'est quelque chose qui détruit les poumons. Et c'est de la maltraitance aux enfants. Le macronavirus détruit la République depuis 3 ans. Macron est un dictateur. Et la seule force sur laquelle il peut compter pour être encore au pouvoir, c'est les flics militarisés, robotisés. Et comment on sait qu'on est en dictature? On est sur Paris, on peut même pas avancer. La liberté d'aller et venir est constitutionnelle. La liberté de circuler est constitutionnelle. La liberté de manifester est constitutionnelle. Mais la dictature de Macron s'en tape. Macron piétine les droits des citoyennes et des citoyens depuis 3 ans et demi. Réveillez-vous. Macron, destitution. Macron, décapitation. Macron, destitution. Macron, décapitation. Macron. Putain. Explosion. Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur. Et les médias. Et les médias complices. Les médias. Voilà.
C'était bien de remettre un petit peu de, de bordel dans l'ordre, de bazar organisé. C'est surtout, Nicolas, vous voyez, là, j'ai pas rigolé. Le seul moment où je rigole, c'est quand vous dites « Oh putain !» comme si… Oui, je sais, ça. Mais comment dire, là, en écoutant de nouveau ce que je dis, ça m'a pas fait rigoler parce que donc c'était le 12 septembre 2020 et à Paris, et donc ça va faire presque 4 ans. Et ça me fait pas rigoler parce que ce que je dis là, eh bien, ce sont des faits qui prouvent que on était vraiment entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2022, on a été dans une période de dictature covidiste. Donc, ce qui me fait pas sourire, c'est que je sens qu'autour de moi, la plupart des gens qui ont souffert de cette dictature l'ont oublié. Voilà. Et il faut pas oublier du tout parce que c'est un test. Cette période a été un test. Bon, Macron était déjà, je veux dire, Macron avait déjà commencé à détruire la République, les services publics. On est d'accord. Mais la dictature covidiste, ça a vraiment été un test pour voir jusqu'à quel degré de soumission il pouvait réduire une grande partie de la population française. Et donc, pour moi, ça me fait pas rire de réécouter ça parce que je sais que c'est chez certaines personnalités politiques qui, avant mars 2020, avaient mes suffrages. Donc, vous savez très bien, Nicolas, moi, je suis de gauche, hein, et donc, j'admirais Jean-Luc Mélenchon. Je votais la France insoumise. Et donc, à partir d'avril 2020, alors là, quand j'ai découvert que cet individu était objectivement complice de la dictature de Macron, franchement, ça m'a fait, mais alors… ça a été une déception horrible. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut absolument se souvenir de cette période de la dictature covidiste parce que c'est une étape très, très importante dans la volonté de Macron de détruire la République. C'est immensément important et donc je suis vraiment, je regrette que une grosse majorité de la population ait la volonté d'oublier cette période. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Jocelyne, sachant que je me permets de rebondir parce que vendredi soir, soirée spéciale sur le Covid long, parce que c'est un sujet que je n'ai pas encore traité sur la chaîne et qui m'a été proposé à plusieurs reprises. Donc, je ferai une table ronde sur le Covid long parce que, on le sait tous, durant cette période Covid, eh bien, l'absence de soins, le refus de soigner, ça a été jusque-là. Et sans refaire toute l'émission sur le Covid, mais j'aimerais avoir votre regard aujourd'hui, en ce 28 mai 2024, donc presque 4 ans après cette vidéo. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que finalement, cette vidéo, elle aurait pu être tournée hier? On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Non, non, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je veux dire, le gouvernement macroniste, eh bien, c'est un gouvernement de dictature ou de tyrannie. On peut employer l'un ou l'autre mot, parce que si je crois qu'on en est à 13 ou 14 utilisations du 49.3. Ah oui, au moins, oui. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Donc ça, je veux dire, si cette utilisation massive du 49.3 pour rejeter d'un revers de main méprisant la représentation nationale, si ça, ce n'est pas une preuve de tyrannie, bah, franchement, il faut qu'on m'en montre une autre. Hein. Et ce que je dis sur les accointances de Macron avec Big Pharma, sachant que c'était en 2000, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je sais plus, qu'il avait reçu Bill Gates à Versailles. Vous voyez, donc enfin, je veux dire, le fait que Macron soit vendu aux multinationales et aux intérêts financiers internationaux, je veux dire, c'est une évidence. Donc, comment dire, la destruction du lien social dans la République, que ce soit avec le traitement des personnes âgées, avec le Rivotril, le refus de soins, que ce soit avec la maltraitance institutionnelle des élèves, de 12 millions d'élèves pendant presque 2 ans, je veux dire, là, s'il n'y a pas de maltraitance aux élèves en ce moment, Nicolas, mais vous savez très bien qu'il y a ça continue la crétinisation des élèves. Alors, justement, c'est pourquoi, Jocelyne, la dernière fois, lors des précédentes émissions, et je tiens à le rappeler ce soir, je ne serai pas seulement journaliste ce soir à vous poser des questions et, entre guillemets, à débattre, échanger avec vous. Je serai aussi l'ancienne victime de harcèlement scolaire qui, il y a 20 ans déjà, subissait au sein des établissements scolaires une omerta.
Cette omerta, on en a parlé une bonne heure hier soir pour un autre sujet qui est ô combien important, qui est la pédocriminalité. Et je remercie tous les auditeurs qui ont été massivement présents hier pour l'émission avec Pierre Barnerias et Hélène, puisque c'était un moment très fort et je souhaite de tout cœur que cette bulle d'omerta explose. Et justement, Caro, une internaute demandait tout à l'heure par rapport à la vidéo, mais Macron ne l'a pas traîné au tribunal, point d'interrogation. Eh bien, justement, parce que vous aviez dit… Attendez, je ne comprends pas très bien la question. Elle demande si c'est Macron qui m'a traîné au tribunal, c'est ça qu'elle demande? Oui, par rapport à Macron, décapitation, Macron, explosion, etc. Mais Macron, il n'a pas porté plainte pour avoir été attaqué, etc. Et donc, je vous pose la question parce qu'en fait, c'est là que le cœur du sujet commence. Parce que, tout à fait. Voilà, c'était une question pour faire la transition directe. Ah, c'est une transition parfaite, Nicolas. Voilà. Vous pouvez montrer la première diapo et ça va me permettre de répondre à la question. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas Macron lui-même qui s'est estimé menacé de mort, parce qu'il ne s'agissait absolument pas d'une menace de mort. Je le redis encore une fois, le mot décapitation venait tout de suite après le mot destitution. Et donc, ça faisait référence historiquement au guillotinage du roi Louis XVI, qui avait été jugé pendant 3 mois pour trahison envers la nation. Et donc, c'était une référence à cela. C'était une décapitation symbolique. Je veux toujours d'ailleurs que cet individu dégage de l'Élysée et s'il y avait des véritables parlementaires au Parlement, eh bien, il y aurait déjà une centaine de personnes au minimum de parlementaires qui auraient déposé un projet de destitution. Donc, ce que vous voyez à l'écran, Nicolas, c'est effectivement le personnage qui a décidé de me poursuivre au tribunal correctionnel pour menace de mort envers le président de la République. Et donc, c'est la procureure de la République à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, qui s'appelle Ombéline Mahuzier. Donc là, vous voyez un article du 27 juin 2023. L'année dernière, elle était partie en Alsace. Mais elle est restée quand même 3 ans à Châlons-en-Champagne. Et cet individu, en fait, elle s'est servie de la plainte qu'elle pouvait déposer contre moi pour menace de mort. Elle s'en est servie parce que dans mon dossier contre le rectorat de Reims, dont on va parler juste après, eh bien, elle était parfaitement au courant de mon dossier. Elle était parfaitement au courant des plaintes que j'avais déposées contre plusieurs hiérarques du rectorat de Reims pour harcèlement moral, pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, et elle les avait toujours classées sans suite et sans faire aucune enquête. Et donc, quand elle a eu en mars-avril 2021, quand elle a eu connaissance de cette vidéo, et quand elle a eu connaissance de la plainte de deux institutrices que j'avais interpellées, parce que ces 2 institutrices, dans un parc de ma commune, faisaient museler une 50aine d'élèves de primaire alors que les élèves faisaient des activités physiques et sportives dans le parc, ce qui était interdit par la version du protocole sanitaire de Blanquer à l'époque. Donc, j'avais interpellé les 2 institutrices et puis, évidemment, comme elles étaient 2 contre moi, elles avaient prétendu mensongèrement que je les avais outragées, insultées, etc. Donc, ce qui veut dire que Ombéline Mahuzier, quand elle a eu ces 2 choses, elle les a liées, la plainte des 2 institutrices et la soi-disant menace de mort contre Macron, et elle en a profité pour me mettre au tribunal correctionnel. Donc, c'est cet individu dont j'ai déjà dit que je ne la jugeais pas vraiment à la hauteur de sa mission de procureur de la République. Donc, c'est à cause de cet individu que j'ai été condamnée le 28 mars 2022 pour menace de mort envers le président de la République. Voilà. Et on remarque que depuis la vidéo, ça se multiplie quand même les actes, les convocations au tribunal, à la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un avait mis une banderole à son domicile, Macron dégage, ou ce genre de choses. Et tout de suite, ça avait été convocation. Alors, bien sûr, on se rappelle aussi de Damien Tarel, ce jeune homme qui a giflé Macron, qui lui a donné un soufflet, qui a pris 4 mois ferme et qui les a fait, ces 4 mois ferme. Alors que Pierre Palmade, lui, risque beaucoup moins, alors qu'on sait qui il est maintenant, réellement. Donc, on voit bien aussi que, malheureusement, je vais redire la même phrase à chaque émission, mais il y a 2 types de justice, l'avocat qui connaît le droit et l'avocat qui connaît le juge, comme disait Coluche. Mais il forçait de constater que cette procureure, il y avait quelque chose à charge. Alors, j'allais dire, sans prendre position, sans prendre parti, bien sûr, on peut dire, bon, c'est excessif, ça peut être outrageant de dire Macron, décapitation, etc. Après, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo en entier.
et que je vous ai demandé de la mettre en entier parce qu'il faut le contexte. Bien sûr. Bien sûr. On fait pas du BFM, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un extrait pour dire voilà et mettre à charge. Là, il faut avoir le contexte et le rivotril et tout ça. Et en fait, la colère, c'est la révolte. C'est à la fois la révolte et l'impuissance. Mais de toute façon, Nicolas, je veux dire, lorsque j'ai été auditionné à la gendarmerie, de façon très correcte d'ailleurs, et qu'ensuite j'ai été confrontée à une substitute de Madame Mahuzier, eh bien, je lui ai dit que c'était un slogan. D'abord, c'était un slogan totalement spontané, d'accord. Je ne l'avais jamais dit ça auparavant de ma vie. Ensuite, c'était un slogan historico-politique. Je l'ai suffisamment expliqué, mais j'ai bien vu que comment dire, la substitute que j'avais en face de moi, elle ne voulait absolument pas écouter cela et que le but, c'était de me taper sur la tête. Non pas tellement en tant que gilet jaune, d'accord, parce que à ce moment-là, la vague des gilets jaunes s'était vraiment notablement tarie, mais oui, parce que il y avait l'autre dossier dont on va parler, c'est-à-dire ma dénonciation du harcèlement moral institutionnel du rectorat de Reims. C'est vraiment, ça c'est ma conviction, en fait, c'est vraiment à cause de cela que Ombéline Mahuzier a décidé de me poursuivre. Voilà. Sachant, je le répète, que Ombéline Mahuzier, à chaque fois que j'ai déposé des plaintes avec des éléments objectifs, à chaque fois que j'ai déposé des plaintes, elle les a classées sans suite et sans aucune enquête. Et encore plus fort, Nicolas, j'ai déposé en janvier 2020 une plainte pour dénonciation calomnieuse contre la vingtaine de profs pleutres qui m'ont calomnié dans mon dos pendant tout l'automne 2018 au collège de Suippes dans la Marne. Donc, en janvier 2020, j'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et donc je l'ai envoyé à Madame Mahuzier une réfutation intégrale et détaillée des textes mensongers qui avaient été écrits contre moi. Donc, je les lui ai envoyés par courriel, parce que évidemment, j'avais pas trop de sous à l'époque, donc j'allais pas perdre des sous à lui envoyer des courriers recommandés. Donc, je les lui ai envoyés par courriel et au 7e courriel, qui concernait donc la septième individu qui m'avait calomnié, eh bien, la secrétaire de Madame Mahuzier m'a répondu par courriel, et je l'ai gardé, bien sûr, le courriel, m'a répondu « Bon, bah, écoutez, vous allez arrêter vos envois parce que sinon, on va tout supprimer. » Voilà. Donc, ça veut dire que Madame Mahuzier, en tant que procureure de la République, elle était à ce moment-là, elle était saisie d'une plainte en dénonciation calomnieuse. C'est très précis, je sais ce que c'est, la dénonciation calomnieuse. Eh bien, elle refusait tout simplement de examiner mes éléments de preuve qui étayaient ma plainte. Voilà pourquoi je le dis et je redis que j'estime que Madame Mahuzier n'est pas à la hauteur de sa mission. Alors, je redis pour nos auditeurs, parce que c'est important aussi de faire de la pédagogie, parce qu'on fait un peu de droit ce soir en même temps. La dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer le prétendu auteur d'un fait que l'on sait inexact. Elle constitue une atteinte à l'honneur sanctionnable. Voilà. Et je précise, Nicolas, j'ajoute à ce que vous dites, c'est que la dénonciation calomnieuse se fait auprès d'une autorité administrative ou d'une autorité judiciaire. C'est-à-dire que la vingtaine de profs pleutres, calomniateurs, qui se sont lâchés dans mon dos pendant 4 mois en écrivant une 60aine de textes mensongers sur moi, d'accord? C'est cette cabale diffamatoire a adressé ces textes mensongers à l'autorité administrative du rectorat de Reims. Et c'est en cela que c'était une dénonciation calomnieuse. Parce que l'autorité administrative qui a reçu ces textes mensongers s'en est évidemment servi contre moi pour organiser un conseil de discipline en 2019. Et donc, à cause de la dénonciation calomnieuse de cette vingtaine de profs, eh bien, je risquais une sanction. C'est ça qu'il faut voir aussi dans la dénonciation calomnieuse. Vous voyez ? Pour cette vidéo, ça a pris des proportions, j'allais dire, interstellaires quasiment, c'est-à-dire que entre la justice, votre corps de métier, etc., le but, ça a été de vous détruire au maximum et ça a pris des proportions nationales en réalité. Et donc, alors, je vais un peu nuancer ce que vous dites, ouais, Nicolas, parce que, enfin, peut-être vous pouvez enlever la figure de Mahuzier, parce que franchement, non, mais ça, on en parlera après si vous voulez bien, Nicolas. Je réponds juste à ce que vous venez de dire. Les proportions interstellaires, finalement, Ombéline Mahuzier, elle a reçu un boomerang, elle a reçu le boomerang qu'elle avait lancé.
C'est-à-dire qu'effectivement, elle a cru se servir de cette double plainte, les deux institutrices en faute professionnelle d'un côté et la soi-disant menace de mort contre Macron de l'autre. Elle a cru se servir de ça pour, encore une fois, me taper sur la tête et m'enfoncer un peu plus. Et ça a été l'effet inverse qui s'est produit, Nicolas, puisque vous savez bien que le lendemain de ma condamnation, eh bien, Cyril Hanouna m'invitait sur le plateau de TPMP. Et d'autre part, moi, personnellement, je n'ai pas du tout été impactée par le fait d'être traduite devant un tribunal correctionnel et d'être condamnée. Ça ne m'a absolument pas impactée et je l'ai vu plutôt comme une médaille d'honneur, vous voyez. Une légion d'honneur des temps modernes. Voilà, exactement, dans la guerre contre le dictateur Macron, voilà. Et donc, comment dire, à la limite, c'est un bien que Madame Mahuzier m'ait fait cette publicité sans le vouloir, quoi, vous voyez. Alors, je voulais juste, pour faire la transition, toujours avec la période des Gilets jaunes et la période de la résistance à la tyrannie covidiste. Nicolas, revenez. Est-ce que vous pouvez montrer les deux diapos suivantes, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. En fait, ça, c'était pour expliquer justement que pendant la tyrannie covidiste, vous le savez très bien, il y avait une censure sur YouTube et il y a notamment deux alerteurs que moi je découvrais et qui m'ont largement remonté le moral pendant cette période. C'était Jean-Jacques Crèvecoeur et Salim Laibi, qui avaient des chaînes YouTube. Et à partir du moment où ces deux alerteurs ont commencé à faire des émissions pour critiquer, avec des documents à l'appui, bien sûr, et avec un raisonnement logique, pour critiquer donc la politique du gouvernement de Macron, eh bien, leurs chaînes ont sauté. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les internautes, les citoyennes et citoyens qui voulaient véritablement s'informer sont partis sur une plateforme qui s'appelle Odyssée. Et donc, moi, à ce moment-là aussi, j'avais déjà ma chaîne YouTube, mais j'ai dû, pour faire des émissions de résistance au covidisme, j'ai dû créer une chaîne Canal Jacques sur Odyssée. Et là, je vous montre quelques-unes des vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Donc, c'était vraiment pendant la période du covidisme, hein, c'est-à-dire à peu près 2020, 2022, à peu près un an et demi. Donc, je dois avoir maintenant une 140 vidéos sur cette chaîne. Et ce sont des vidéos qui sont vraiment uniquement centrées sur deux sujets, la résistance au covidisme et la résistance à ce que j'appelle l'ukraïnisme, dont on parlera après. Donc, vous voyez, ça, c'est juste pour faire le lien. Pendant cette période de la tyrannie covidiste, il faut jamais oublier non plus qu'il y a eu une censure sur la plateforme YouTube et bien sûr dans les médias de grand chemin. Voilà. Très bien. Et la deuxième, la diapo suivante, là, c'est pour vous expliquer que comme vous, Nicolas, eh bien, j'ai été obligée pour m'exprimer et pour pouvoir justement expliquer la nature de mon combat contre l'éducation nationale et le rectorat de Reims, eh bien, j'ai dû créer donc ma chaîne YouTube en mai 2020. Donc, elle s'appelle Canal Jacques. Et puis, petit à petit, eh bien, j'ai ouvert 3 autres supports. Donc, j'ai un compte LinkedIn, j'ai un compte TikTok pour parler aux jeunes. Et puis, j'ai un compte aussi X. Mais celui-là, j'ai encore du mal à l'utiliser parce que faire des formats très, très courts, c'est pas naturel pour moi. Pour les plus et aussi, jeunes, je salue, Nicolas, quelqu'un que vous avez reçu. Donc, c'est Ronald Guillaumont, qui est le fondateur du site de réinformation qui s'appelle Profession Gendarme. Et donc, Ronald Guillaumont, eh bien, quand je l'ai contacté l'année dernière, en août, eh bien, il a tout de suite accepté de me laisser m'exprimer et de publier des articles sur mon combat. Et donc là, on en est à 18 articles qui sont parus sur mon dossier. Voilà. Donc là, vous voyez, Nicolas, ces 2 diapos, c'était vraiment pour montrer que la tyrannie covidiste avait eu quand même un effet positif, c'est de faire émerger d'autres plateformes de diffusion de vidéos que YouTube et de faire émerger une multitude de petites chaînes, petites au départ, hein, comme la vôtre, de petites chaînes, justement, avec des citoyennes et citoyens qui décident soit de faire de l'investigation, soit d'inviter des personnes qui ne sont pas invitées dans les médias de grand chemin. J'assume parfaitement cette invisibilisation, cette censure. J'allais dire, je la revendique parce que c'est aussi un gage d'une vérité qui dérange. Et comme le dit la phrase, quand la vérité prend l'ascenseur, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Oui. Ça met beaucoup plus de temps à arriver, mais ça finit par arriver quand même. Tout à fait. Là, voilà, sachant que on va passer
à la 4e diapo. Oui. Voilà, le droit, la justice et la vérité. Voilà. Alors, en fait, donc, Nicolas, comme je vous le disais, j'ai créé ma chaîne YouTube en mai 2020 parce que j'avais vraiment, donc, j'avais déjà été révoquée puisque ma première révocation date de août 2019 après le conseil de discipline. Et donc, mon objectif, c'était vraiment d'expliquer, premièrement, qu'est-ce que c'était que le harcèlement moral dans l'éducation nationale et deuxièmement, d'expliquer comment je l'avais combattu. Voilà, ça c'était vraiment les deux objectifs principaux quand j'ai créé ma chaîne YouTube en mai 2020. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, alors pour que vos auditrices et auditeurs le sachent bien, à chaque fois que je dis quelque chose et que je nomme une personne qui m'a causé du tort, il faut que les personnes qui nous écoutent sachent bien que toutes les personnes dont je vais parler, j'ai déjà porté plainte contre elles. Et j'ai déjà dénoncé leurs agissements depuis 2016 dans des courriels aux autorités du rectorat de Reims ou du ministère ou dans des plaintes aux autorités judiciaires. Donc, il ne faut pas que les gens qui ne me connaissent pas croient que j'accuse sans preuve. Alors là, certainement pas. Donc, à gauche, Nicolas, vous voyez deux femmes qui sont en fait ce que j'appelle des chefaillonnes harceleuses. C'est-à-dire, ce sont les deux chefs d'établissement de collège. Donc, Nathalie Aulas-Monfray était chef d'établissement remplaçante dans un collège des Ardennes en 2016-2017. Et Valérie Richard, elle était chef d'établissement au collège de Suippes dans la Marne en 2017-2019. Et donc, ces deux individus, en fait, elles ont cherché et elles ont réussi, elles ont cherché et réussi à me placardiser. Et ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, la placardisation au travail. Et peut-être votre invité de demain va en parler aussi. Ça consiste à enlever tout ou une partie des prérogatives professionnelles ou des responsabilités professionnelles d'une personne. Et dans mon cas, étant donné que je suis professeure en documentation, je suis enseignante, donc la placardisation, dans mon cas, a consisté, pour ces deux individus que vous voyez à l'écran, à m'enlever tout ou les 3/4 des activités pédagogiques que j'avais avec les élèves. Donc, c'est ça le nœud du harcèlement moral contre moi, ça a été la placardisation. M'enlever la plus grande partie de mon travail pédagogique avec les élèves au centre de documentation et d'information. Vous voyez? Et ça, c'est ce que j'appelle le harcèlement vertical local, c'est-à-dire que c'est à l'échelle de l'établissement. Et puis, ces deux individus, lorsque j'ai commencé à les signaler, voire à les dénoncer, eh bien là, je me suis heurtée au harcèlement vertical institutionnel. C'est-à-dire que ces deux individus, Nathalie Aulas-Monfray et Valérie Richard, ont en fait été protégés par des hiérarques du rectorat de l'Académie de Reims. Et ce, depuis 2016. Et ces deux individus ont été protégés par les 4 personnes que vous voyez à droite, c'est-à-dire Delphine Viau-Legouda, qui était directrice des ressources humaines entre 2016 et 2018 et qui a protégé Nathalie Aulas-Monfray, Cyril Bourgerie, qui est arrivé au rectorat de Reims comme DRH en 2018 et qui a protégé Valérie Richard, Vincent Philippe, qui était le secrétaire général d'académie en 2019 et qui a organisé le conseil de discipline dont je vais parler juste tout à l'heure, et surtout Hélène Incel, qui était à l'époque rectrice de l'Académie de Reims et qui n'a eu de cesse entre 2016 et 2019 que de s'acharner contre moi par différentes manœuvres dont j'ai pu stopper la plupart, mais la dernière manœuvre de la rectrice, c'est-à-dire le conseil de discipline du 21 mai 2019, eh bien, elle l'a réussi. Et je crois que c'est la diapo suivante, Nicolas. Voilà. Donc, s'appuyant sur les textes mensongers dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que Valérie Richard, qui était principale du collège Louis Pasteur à Suippes, donc je suis arrivée au collège de Suippes dans la Marne en 2017, en septembre 2017, et mon année scolaire 2017-2018 s'est passée parfaitement normalement, comme toutes mes années depuis 1991. Et puis, en septembre 2018, en fait, Valérie Richard, à mon avis, il est très possible qu'elle ait reçu une consigne de la rectrice d'académie, mais je n'en ai aucune preuve, bien sûr, et donc elle a voulu m'enlever, et elle a réussi, à m'enlever les 3/4 des activités pédagogiques que j'avais avec les élèves pendant l'année 2018-2019. Et donc, j'ai riposté à cela. Et étant donné que pendant les 4 mois de l'automne 2018,
aucune des manœuvres qui étaient faites contre moi n'a réussi à me faire tomber en maladie, parce que l'objectif c'était ça, c'était me faire partir du collège en me mettant en arrêt maladie. Étant donné que donc ça n'a pas marché et que je continuais à riposter, eh bien la rectrice Hélène Incel a décidé, premièrement, de me faire partir sous contrainte de l'établissement en janvier 2019, en me suspendant de mes fonctions, et deuxièmement, comme elle savait que j'allais aussi riposter à la suspension de fonction, eh bien, elle a organisé un conseil de discipline le 21 mai 2019. Et dans ce conseil de discipline, Nicolas, elle s'est servie des 60 textes mensongers dont je vous parlais tout à l'heure et qui ont été écrits par mes soi-disant collègues du collège de Suippes, une vingtaine d'individus. Et c'est ce que j'appelle une cabale diffamatoire. Et comme ces textes, Nicolas, m'ont été cachés pendant 8 mois, les textes mensongers contre moi, dont la rectrice s'est servie au conseil de discipline, m'ont été cachés pendant 8 mois, entre le 16 septembre 2018 et le 16 mai 2019. Et la personne qui a organisé cette invisibilisation de ces documents, c'est Cyril Bourgerie, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines du rectorat de Reims. Parce que c'est lui qui est chargé de tenir mon dossier administratif. Et donc, le troisième personnage à droite, c'est Vincent Philippe. Donc, comme je vous l'ai dit, il était secrétaire général d'académie. C'est-à-dire, en gros, c'était, si vous voulez, Cyril Bourgerie et Vincent Philippe, c'était les deux bras droits de la rectrice. Et donc, Vincent Philippe, bien sûr d'accord avec Hélène Incel et Cyril Bourgerie, ont organisé contre moi un conseil de discipline le 21 mai 2019. Et mon avocate et moi avons demandé le report de ce conseil de discipline parce que je venais de recevoir les documents mensongers dont je vous parle et qui m'avaient été cachés pendant 8 mois. Et donc, comme ça faisait 230 pages et que je n'avais pas le temps en 5 jours de lire ces 230 pages, de les analyser et de les réfuter, mon avocate et moi avons demandé le report du conseil de discipline. Mais comme Cyril Bourgerie et Vincent Philippe, face aux 19 profs qui composaient le conseil de discipline et aux 17 membres de l'administration, comme ils ont raconté 2 énormes mensonges, eh bien, tout le monde les a crus et les gens ont dit « Non, non, on ne va pas reporter le conseil de discipline de Madame Chassard ». Et donc, à cause de ce conseil de discipline du 21 mai 2019, ils ont pris la plus haute sanction dans l'échelle des sanctions de la fonction publique, c'est-à-dire la révocation. Et il faut savoir que dans la fonction publique, il y a 4 catégories de sanctions. Donc, vous avez la plus basse qui est le blâme, et puis vous en avez 14 autres, et la dernière, c'est la révocation. Et donc, alors même que je n'avais de toute ma carrière, de 30 ans environ à l'époque, alors même que je n'avais jamais eu aucune sanction, eh bien, les 38 personnes du conseil de discipline ont voté ma révocation à main levée. Alors, c'était à quelle date, ça? Ça, c'était le 21 mai 2019. D'accord, donc on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec l'affaire de Gilets jaunes, Macron, décapitation, non, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Néanmoins, pour nous restituer, qu'est-ce qu'on vous a reproché en fait? Vous dérangiez à ce point-là? Vous aviez des états de service tellement exceptionnels que vous étiez quelqu'un à abattre? C'est ça la réalité en fait. Alors, qu'est-ce qu'on m'a reproché dans le conseil de discipline? 4 choses. Je ne voulais pas trop en parler parce que justement, j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne Canal Jack. Mais en gros, ce que le rectorat me reprochait, c'est premièrement d'avoir refusé d'obéir à des instructions de ma hiérarchie. Ma hiérarchie, c'était la cheffaillonne harceleuse dont je vous ai montré le visage, c'est-à-dire Valérie Richard au collège de Suippes. Deuxièmement, avoir rendu malade certains de mes collègues du collège de Suippes parce que j'avais un comportement agressif, excessif, etc. Troisièmement, avoir eu des propos ou un comportement inapproprié avec des élèves du collège. Et quatrièmement, avoir manqué à mon devoir de réserve en publiant en janvier 2019 une première vidéo, ça a été la toute première, une première vidéo, c'était un entretien de 1h30 avec un ami professeur belge qui lui aussi luttait contre le harcèlement moral dans l'enseignement. Donc ça, ce sont les 4 griefs du rectorat de Reims au moment du conseil de discipline. Donc, sachant que ces 4 griefs sont, pour les 3 premiers, sont totalement mensongers. Et pour le 4e, c'est-à-dire le devoir de réserve, eh bien, le devoir de réserve, c'est un épouvantail qui est brandi devant les fonctionnaires pour leur faire fermer leur bouche. Et lorsque je dénonce des agissements dont j'ai des preuves
et que en plus ma dénonciation est déjà passée par une plainte pénale, eh bien j'estime que je ne fais que rendre publique une plainte pénale que j'ai déjà déposée. Donc il n'y a absolument aucune violation du devoir de réserve. Il s'agit simplement d'appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit « Lorsque des fonctionnaires ont connaissance de crimes ou de délits, ces fonctionnaires ont le devoir d'en alerter le procureur de la République. » Et c'est exactement ce que j'ai fait depuis le 1er juillet 2016. Et votre affaire, ironiquement, ça me fait penser aussi à votre situation sous une autre forme. Mais si par exemple, je ne sais pas, je croise les doigts bien sûr, mais imaginons vous auriez mis fin à vos jours, on aurait appris ça, donc ça aurait fait un écho national, on aurait dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Enquête, et là on aurait vu un petit peu les mêmes principes, le harcèlement moral au sein de l'éducation nationale, les petits caporaux, les petits chefs, et puis la protection des institutions. Et malheureusement, non, même si c'est la 3e émission et que ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais malheureusement, je ne suis pas surpris parce que c'est presque ce qu'on appelle systémique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on creuse, on voit que plus on arrive en haut de la pyramide. Et c'est pour ça que j'ai mis ce bouquin, parce que ce bouquin, il est exceptionnel. Et ce n'est pas une obsession de ma part, je le précise. C'est simplement qu'on s'aperçoit qu'encore une fois, eh bien, il y a des fraternités, pour ne pas dire des fraternelles, et que des gens se soutiennent quand ils ont des postes à haute responsabilité, des postes de pouvoir, et que le but, eh bien, vraiment, c'est de s'acharner sur les plus vulnérables, sauf qu'ils sont tombés sur Jocelyne Chassard. Oui, donc, ils ne sont pas tombés… Je suis loin d'être vulnérable. Voilà, ils ne sont pas tombés sur quelqu'un qui… voilà. Nicolas, permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, comme on en avait déjà parlé… Ah non, revenez. Non, pardon, je me suis trompé de bouton. Donc, on en avait déjà parlé dans notre deuxième entretien. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas discuter de l'éventuelle appartenance à des loges francs-maçonnes de la part de mes adversaires du rectorat de Reims ou du ministère de l'Éducation nationale. Et pour une raison très simple, c'est-à-dire que je n'en ai aucune preuve. Par contre, je vous assure, Nicolas, cela suffit, l'appartenance au corps de l'administration. Ça suffit vraiment pour générer une volonté absolument… comment dire, je trouve pas d'adjectif, une volonté de se serrer les coudes et de ne jamais reconnaître une faute de l'administration. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'appartenance à la franc-maçonnerie, ce n'est vraiment pas nécessaire. Si il y a en plus, peut-être, ok, mais franchement, dans le corps de l'administration d'éducation nationale, ça suffit déjà à expliquer cette volonté farouche de ne jamais laisser des hiérarques capituler, perdre la face devant de simples, entre guillemets, de simples fonctionnaires comme moi. Voilà. Je vous assure, et c'est pour ça que j'ai dit, je dis maintenant, je n'aurais jamais dit ça avant 2016, j'aurais jamais dit ça, mais maintenant, j'ai la sensation vraiment que l'éducation nationale est devenue, je dis bien est devenue, une administration mafieuse. Mafieuse. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité, premièrement, de l'entre-soi, deuxièmement, pour se couvrir lorsqu'il y a des problèmes ou lorsque des dysfonctionnements sont signalés, de ne pas hésiter à avoir recours à des illégalités, et troisièmement, de tout faire pour mettre le couvercle sur justement des personnes qui, comme moi, justement, sans peur, arrivent quand même à dénoncer. Vous voyez, ce sont ces 3 caractéristiques, me semble-t-il, de la mafia qui font que l'éducation nationale aujourd'hui est devenue une administration mafieuse. Voilà. Alors, pourquoi vous avez dit avant 2016 ? Enfin, parce que c'est en 2016 que j'ai déposé ma plainte pour harcèlement moral contre la première chef d'établissement, Nathalie Aulas-Beaufray. C'était le 1er juillet 2016 à Vouziers, dans les Ardennes. C'était ma première plainte pour harcèlement moral, avec évidemment 220 pages de documents explicatifs pour le procureur de la République. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que, en fait, c'est constitué une véritable guerre, et je pèse mes mots, une véritable guerre entre la rectrice d'académie Hélène Incel et moi. Parce que j'avais osé, à l'époque, si vous voulez, Nicolas, pour moi, porter plainte, je veux dire, c'était tout à fait normal. J'avais réfléchi, ok. Mais en voyant les réactions autour de moi, je me suis aperçue, mais que c'était quoi mais même pas 5% des fonctionnaires qui font ça. Bien sûr.
Et donc, c'était, comment dire, c'était vraiment un crime de lèse-majesté contre la rectrice d'académie, puisque je la mettais nommément en cause. Donc, ça fait quand même des années que cette histoire traîne, en quelque sorte. Oui. Et donc, on peut revenir sur la diapositive, si vous voulez, parce que nous sommes ici, voilà. Voilà, donc à la suite du conseil de discipline, donc totalement irrégulier, parce que là, je veux dire, je résume vraiment, hein, mais il y a eu tellement d'irrégularités dans cette procédure disciplinaire. Donc, à la suite de ce conseil de discipline du 21 mai 2019, eh bien, le ministère a pris son temps pour prendre une décision. Et donc, j'ai reçu la première révocation qui date du 5 août 2019. Voilà, et donc le 5 août 2019, c'est parce qu'il y avait un commentaire intéressant de Jacques qui nous disait « Les cons sont nombreux et ont deux caractéristiques. Un, ils n'ont jamais tort. Deux, ils vont au bout de leur connerie. Et deux, ils n'ont aucune empathie pour personne. » Tout à fait. Mais c'est bien pour ça, contrairement à Jacques, je ne les appelle pas des cons. Hein. Non, non, c'est pas des cons. Et donc, ça, c'est la première révocation. Donc, pour les personnes qui ne font pas partie de la fonction publique, révocation, ça veut dire licenciement. Voilà, tout simplement. Donc, si j'étais dans le privé, eh bien, je dirais que j'ai subi un licenciement abusif. Voilà. Donc, cette première révocation, eh bien, évidemment, j'ai fait un recours pour la faire annuler au tribunal administratif et il a fallu 2 ans pour que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule ce premier arrêté, mais sans regarder le fond du problème. L'annulation s'est faite juste sur la base que cet arrêté, dont je vous ai juste montré un extrait, était insuffisamment motivé. En gros, les 4 griefs dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rectorat et le ministère avaient juste dit Madame Chassard, elle se comporte mal avec les élèves, elle se comporte mal avec les profs, elle se comporte mal avec la principale, et puis elle a eu le tort de faire une vidéo où elle montrait des documents à l'écran. Voilà, c'est tout. Et donc ça s'appelle une motivation insuffisante. Et c'est à cause de ça que la première révocation a été annulée. Et donc, quand la première révocation a été annulée le 6 juillet 2021, qu'a fait le ministère? Eh bien, c'est tout simple. Le ministère, et là, vous pouvez passer à la diapo suivante, le ministère a décidé le 13 septembre 2021 de me réintégrer, donc vous voyez, c'est l'article 1, de me réintégrer dans l'éducation nationale, et le même jour, de me révoquer. Donc ça, c'est la deuxième. C'est la magie de l'administration, ça. On vous réintègre et on vous révoque. Mais vous savez, le même jour. Vous savez, Jocelyne, c'est pareil pour les suspendus, hein, parce que je parle aussi en tant qu'ancien personnel suspendu. Il faut savoir que les suspendus aujourd'hui sont toujours avec l'épée de Damoclès, parce qu'il n'y a pas eu d'abrogation de la loi. Elle était suspendue donc le 14 mars 2022. Donc, c'est pour vous dire que les mots ont un sens, mais là, on voit que c'est de la foutaise, quoi. Non, c'est pas de la foutaise. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ils ont fait ça le même jour. Pourquoi le ministère a fait ça le même jour. Et donc, cette seconde révocation, évidemment, comme la première, je l'ai contestée au tribunal administratif et l'affaire est actuellement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Mais si vous voulez passer à la diapo suivante, voilà, je vais vous montrer cette diapo et la suivante, Nicolas, c'est pour vous montrer le point le plus énorme et le plus évident des illégalités commises par le rectorat de Reims dans la procédure disciplinaire de 2019. Donc là, ce que vous voyez, c'est un extrait d'un mémoire qui a été envoyé à la cour administrative d'appel de Nancy par une personne qui s'appelle Sandrine Conan et qui était à l'époque, le 6 juillet 2020, qui était secrétaire générale d'académie du rectorat de Reims. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce que j'ai surligné en jaune. Qu'est-ce qu'elle dit, cette brave dame? Elle dit que les rapports établis contre moi par le principal du collège Albert Camus de Dreux, donc ça c'était mon 2e collège quand j'étais dans une autre académie, en date du 26 juin 2013 et du 16 octobre 2013, donc vous avez 2 rapports qui ont été écrits contre moi et dans mon dos bien sûr, hein, parce qu'en 2013 je ne les connaissais pas ces rapports, qui ont été écrits contre moi par un principal. Ils font partie des documents joints par agrafage à la pièce, c'est-à-dire à la page numéro 737 de la chemise correspondance du dossier de la requérante, c'est-à-dire moi. Donc, en gros, ça veut dire, cette dame qui fait officiellement partie, Nicolas, du rectorat de Reims, hein, c'est une personne officielle,
elle écrit officiellement à la Cour administrative d'appel de Nancy, juridiction administrative officielle. Et elle dit, voilà, dans le dossier administratif de Madame Chassard, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, j'ai oublié de l'apporter. Ça, ce n'est pas un cadeau de Noël, hein, ça c'est mon dossier, c'est quasiment la copie intégrale de mon dossier administratif. Ça en fait des pages. Ah ben oui, là actuellement dans mon dossier, il doit y avoir 2000 pages. Donc, cette dame, elle dit que à la page numéro 737 de mon dossier, il y a des documents qui ont été agrafés. D'accord? Donc, je vais vous montrer la page 737, Nicolas. Donc, vous voyez, à l'écran, je vous montre, je vais essayer de le… Voilà, je vous montre la page 737. D'accord? Il y a écrit ici 737. OK. Donc, si je vous la montre comme ceci, Nicolas, vous voyez que cette page, il n'y a rien agrafé. D'accord? OK. Attendez, donc, je vais enlever le diapo 2 secondes pour oui, qu'on oui, voit. oui. Voilà. Donc, cette page, il n'y a Il n'y a rien rien agrafé. d'agrafé, non. Non, non. Rien du tout. D'accord? Donc, cette page, j'en ai eu une copie par le DRH que je vous ai montré tout à l'heure, Cyril Bourgerie. C'est lui qui m'a envoyé cette page en février 2019. C'est lui, d'accord? Il n'y a rien d'agrafé, rien. Et donc, en 2020, vous avez la secrétaire générale d'académie qui écrit à la Cour administrative d'appel de Nancy, qui écrit « Oh, mais à la page 737 du dossier de Madame Chassard, en fait, il y a des documents qui ont été agrafés. » Est-ce que vous comprenez il y a deux implications. Il y a deux implications, Nicolas. Premièrement, j'ai consulté mon dossier administratif pour la dernière fois au rectorat de Reims le 13 février 2019, donc avant le conseil de discipline, d'accord? 13 février 2019, et j'étais accompagnée par une témoin. Et le 13 février 2019, la page 737, elle était comme je vous l'ai montré. Elle était sans rien d'agrafé. Un mois plus tard, j'ai fait porter toutes les copies que je vous ai montrées là, je les ai apportées à une huissière de justice qui m'a fait un constat d'huissier. Et à cette date, il n'y avait toujours rien d'agrafé à la page 737. Et bizarrement, un an plus tard, vous avez la secrétaire générale d'académie qui écrit à une juge administrative qui écrit « Ah, mais à la page 737 du dossier, il y a des documents qui sont agrafés. » Qu'est-ce que vous en concluez? Qu'est-ce que vous en concluez, Nicolas? Bah déjà, c'est un mensonge puisque ce n'est pas le cas. Ah si, non, 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 ce n'est pas un mensonge. Non, en un an, ils ont rajouté des pièces alors. Voilà, Nicolas. Donc, voilà, ça s'appelle comment ça? Ça porte un nom, ça. Ah bah c'est un faux. Ouais, c'est un faux. C'est un faux. Je vais dire une bêtise peut-être, mais c'est pas faux, usage de faux, ce genre de choses. C'est un faux et usage de faux, ouais, exactement. Et c'est un délit pénal. Ah donc, bah oui, surtout que c'est fait par des organes officiels. Bien sûr. Donc là, c'est… Oui, enfin, dans une société normale, ces gens-là seraient ravis à vie de l'éducation nationale et compagnie, mais bon. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo avec les trois, celle juste avant? Alors, avant, celle du conseil de discipline. Voilà. Donc, vous voyez le monsieur au crâne chauve? Oui, Cyril. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le DRH, le directeur des ressources humaines du rectorat de Reims. Donc, Cyril Bourgerie, c'est lui qui est responsable de la tenue de mon dossier administratif. C'est lui qui est responsable. Donc, ça veut dire que entre le moment où j'ai consulté mon dossier pour la dernière fois, en 2019, et le moment où je l'ai apporté pour la dernière fois à une huissière de justice qui en a fait un constat, et à ce moment-là, la page 737, il n'y avait rien d'agrafé. Donc, entre ce moment, le 13 mars 2019, et la tenue du conseil de discipline le 21 mai 2019, eh bien, Cyril Bourgerie, soit il a donné l'ordre d'agrafer des documents à la page 737 dans mon dos, et sans en informer ni mon avocat ni moi, soit il y a quelqu'un de la direction des ressources humaines qui a fait ça sans le dire à Cyril Bourgerie, ce que je ne crois absolument pas. Mais dans l'un et l'autre cas, Cyril Bourgerie, il est coupable d'avoir commis ou laissé commettre un faux et usage de faux. Et j'ai porté plainte l'année dernière contre lui pour ce délit pénal. Mais Nicolas, il y a une deuxième implication. Vous pouvez enlever la diapo si vous voulez. Mais il y a une deuxième implication et je voudrais que ce soit bien clair parce que c'est très, très important. Vous voyez la page 737, Nicolas? C'est très tordu surtout. Elle fait partie d'un courriel. Vous voyez, là, il y a 5 pages.
elle fait partie d'un courriel que j'avais envoyé à la rectrice d'académie le 21 octobre 2016. Et donc, ce courriel, il commence à la page 734, 735, 736, 737 et 738. Donc, mon courriel, il a 5 pages. Vous, Nicolas, si vous étiez DRH et si vous vouliez m'enfoncer et si vous vouliez rajouter des documents soi-disant défavorables contre moi, des documents qui n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif de toute ma carrière, vous prendriez l'avant-dernière page du courriel pour y agrafer des documents qui n'ont rien à voir avec le sujet du courriel. Est-ce que vous feriez ça? J'ai pas cette mentalité-là de base, donc je me vois pas faire ce genre de choses. Mais c'est surtout que c'est totalement illogique. Ah oui, non, mais on n'a pas dit que c'était des winners non plus. C'est pas. Ils ont peut-être fait des grandes études, mais ils ont fait des grosses conneries aussi. Là, c'est une énorme faute de leur part. Mais ce que ça veut dire à vouloir lyncher et à détruire, ça leur est revenu en pleine face. Exactement. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, Nicolas, et ça c'est une hypothèse que je pense très très probable, c'est que le DRH a pu changer la nature de ces pages. C'est-à-dire, a pu mettre un autre document que mon courriel à la rectrice du 21 octobre 2016, il a pu mettre un autre document, toujours en gardant la même numérotation, mais ça rendait plus logique le fait d'agrafer à la page 737 des documents qui dataient de 2013. Donc, moi, je dis depuis que j'ai découvert cela, donc je l'ai découvert en mai 2021, et je n'arrête pas de dire à la Cour administrative d'appel de Nancy, qu'on va voir juste après, mais moi, je veux vérifier si c'est vrai. Parce que s'il y a bien des documents agrafés dans mon dossier à la page 737, eh bien, ça veut dire que juste avant le conseil de discipline, il y a eu un faux dans mon dossier commis par le DRH. Mais ça, vous l'avez relevé, donc du coup, vous avez pu faire un recours, quelque chose par rapport à ça? Mais ce que j'ai fait, Nicolas, quand je l'ai découvert, donc en fait, je l'ai découvert 2 ans après que la manipulation frauduleuse a été commise. La manipulation a dû être commise entre mars et mai 2019. Et moi, je l'ai découvert en mai 2021. Et dès que je découvert cela, j'ai informé, premièrement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'ai informé, deuxièmement, la cour administrative d'appel de Nancy. Et je leur ai dit, vous devez, puisque vous êtes chargé de mes 2 recours contre les 2 révocations, vous devez ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter avec une avocate ou avec un huissier de justice, de me laisser consulter mon dossier pour que je vérifie si oui ou non il y a bien des documents agrafés à la page 737. Et depuis le 28 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy refusent de vérifier cela. Et c'est pourquoi silence coupable alors. Et c'est pour ça que je dis que c'est un déni de justice. Ah oui. Et là, vous pouvez passer à la diapo. Alors, juste avant, Jocelyne, pour nos auditeurs, le déni de justice désigne le refus pour une juridiction compétente de juger une affaire qui lui est soumise. Petit rappel de définition. Voilà, sachant que nous avons donc… Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est donc en haut, vous voyez tout mon dossier. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit qu'à l'époque, il y avait 2000 pages. Et puis, vous avez donc Cyril Bourgerie, que j'accuse vraiment d'avoir commis ou laissé commettre ce faux. D'accord? Mais le problème, c'est que les seules personnes qui peuvent ordonner au rectorat la vérification de ce faux, eh bien, vous pouvez passer à la diapo suivante. Non, la diapo suivante. Voilà. Donc, ces personnes que vous voyez à l'écran, jusqu'à aujourd'hui, ces personnes ont refusé toutes les demandes écrites que je leur ai faites avec mon avocate d'ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier pour que je vérifie cet agrafage illégal. Et en plus, Nicolas, ces personnes que vous voyez à l'écran ont refusé d'envoyer quelqu'un
du tribunal administratif de Châlons-Champagne ou de la cour administrative d'appel de Nancy d'envoyer quelqu'un au rectorat pour vérifier ce que je dis. Oui, donc c'est vraiment le but, c'est de laisser pourrir l'affaire et puis de. Exactement. Ce que je dis. Le temps joue avec eux en général dans ces cas-là. Mais avec moi, ils sont vraiment mal tombés. Donc, si vous voulez, les personnes que vous voyez à l'écran, il y a Olivier Nizet, tribunal administratif de Châlons-Champagne, Philippe Christie, TA de Châlons, mais il est parti l'année dernière. Mais ils sont toujours en poste. Pardon? Ils sont toujours en poste, ces gens-là? Alors, Olivier Nizet, toujours en poste à Châlons-en-Champagne. Philippe Christie, il est parti l'année dernière. Alain Poujade, il est parti cette année. En milieu d'année, il est parti, il a été muté à Rennes. Antoine Deschamps, il est toujours là. Et j'ai porté plainte contre lui pour déni de justice. Pascal Roussel, elle est arrivée en septembre 2023 à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et elle refuse jusqu'à aujourd'hui d'ordonner au rectorat de me laisser consulter pour que je vérifie le faux. Et quant aux deux personnages que vous voyez à l'extrême droite, eh bien, il s'agit de personnes qui sont au Conseil d'État, c'est-à-dire le niveau suprême de la juridiction administrative en France. Voilà. Jean-Marc Sauvé qui était le vice-président. Voilà. Et toutes ces personnes, les 7 personnes que vous voyez là, Nicolas, sont au courant de mon accusation de faux et usage de faux contre le rectorat de Reims depuis mai 2021. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Date à date, ça fait aujourd'hui 3 ans, 28 mai 2021, 28 mai 2024, que j'ai informé le tribunal administratif de Châlons-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy qu'il était très probable qu'il y avait un faux dans mon dossier administratif. Et ça suffirait, Nicolas, ça suffirait, ce seul fait suffirait à faire annuler les 2 révocations parce que le conseil de discipline aurait été totalement irrégulier. Mais c'est illégal de ne pas vous laisser l'accès à votre dossier. Il y a des lois pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est illégal, parce que ce que m'a répondu le DRH Cyril Bourgerie lorsque j'ai redemandé l'accès à mon dossier administratif en février 2020, donc ce qu'il m'a répondu par écrit, c'est que Madame Chassard, je suis désolée pour vous, mais comme vous avez été révoquée, vous n'êtes plus fonctionnaire d'État et donc je ne peux pas vous laisser consulter votre dossier administratif. Donc ça, c'est la position de l'autorité administrative du rectorat de Reims. Et c'est une position qui peut se comprendre. Mais c'est justement pour ça que la seule institution à laquelle je puisse m'adresser pour faire vérifier le faux, c'est la juridiction administrative. Et c'est pour ça que je parle maintenant de déni de justice flagrant, c'est que depuis 3 ans, la Cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Châlons-Champagne savent, avec les éléments de preuve que je leur ai fournis, savent que j'accuse le rectorat d'avoir commis un faux, et ces 2 juridictions refusent de vérifier ce que je dis. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Alors, ce que je voulais vraiment, j'ai vraiment essayé de vulgariser au maximum, Nicolas. Et vous avez bien fait. C'est pour expliquer pourquoi j'accuse plusieurs membres de juridiction administrative de déni de justice. Donc, vous avez dit tout à l'heure, le déni de justice, c'est lorsque des juges refusent de juger des affaires. Ce n'est pas que cela. C'est lorsque des juges refusent de répondre aux requêtes, c'est-à-dire aux demandes. D'accord? Donc, moi, je fais des demandes depuis 2019 sur plusieurs points et mes demandes ont toujours été refusées. Est-ce que vous avez un avocat? Alors, j'ai une avocate, une bonne avocate au barreau de Paris qui s'appelle Alice Lerat et elle m'assiste depuis 2017, mais elle est confrontée comme moi à la mauvaise foi et au refus de prendre des mesures de certaines personnes des 2 juridictions dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a quand même des gens du Conseil d'État dans le lot, puisqu'on en a parlé juste avant dans la diapo. C'est la plus haute juridiction administrative. Donc, les deux personnes du Conseil d'État que je vous ai montrées dans la diapo précédente, c'est-à-dire Brigitte Fémolan et Didier Roland-Tabuteau. Donc, Brigitte Fémolan, elle est actuellement présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. C'est-à-dire qu'en théorie, sa mission,
c'est de contrôler le bon fonctionnement des juridictions administratives. Et Brigitte Fémolan, je lui ai écrit pour la première fois le 30 juin 2023, donc l'année dernière, pour lui signaler ce que je vais maintenant vous expliquer. Et il n'y a rien qui se passe. Et Didier Roland-Tabuteau, c'est encore plus élevé, puisque c'est le chef du Conseil d'État. Il est vice-président du Conseil d'État actuellement. Et donc, lui, c'est pareil. Je lui ai écrit aussi à partir du 30 juin 2023. Là, je dois en être à 44 courriels que je leur ai envoyés. Et donc, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ces deux personnages, ils sont au courant du dysfonctionnement majeur que je leur signale, à Châlons-en-Champagne et à Nancy. Ils sont au courant et ils l'organisent aussi. Alors, non, ça, je ne peux pas lancer cette accusation. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont au courant et que je ne vois toujours aucun changement. C'est juste que moi, je n'accuse personne sans preuve. Non, mais donc, bien sûr. Non, mais il n'y a pas besoin de dire que la justice, elle est corrompue. Que ce soit en France ou ailleurs. Alors, je ne dirais pas comme ça, Nicolas. Je ne dirais pas comme ça. Moi, je dis qu'il y a, en tout cas, j'ai la preuve qu'il y a au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne et à la cour administrative d'appel de Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, j'ai la preuve qu'il y a un dysfonctionnement gravissime et que je vais maintenant vous expliquer parce que depuis 2019, il y a, on va dire, quatre soi-disant juges qui ont refusé de faire leur travail de juge. Et c'est ça que je veux maintenant vous expliquer. C'est que premièrement, les prétendus juges administratifs, ils doivent vérifier la matérialité des faits qui me sont reprochés par le rectorat de Reims et que je conteste. Tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que me reprochait le rectorat pour faire un conseil de discipline, Nicolas. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, le rectorat me reprochait, soi-disant bien sûr, hein, d'avoir agressé et rendu malade mes collègues profs, de m'être mal comporté avec des élèves, d'avoir refusé d'obéir aux instructions de la principale de l'établissement. Avec les élèves, c'était sous quelle forme? Parce que à l'heure actuelle, il faut être précis. Est-ce que c'était pour les avoir disputés ou est-ce que c'était à connotation sexuelle? Parce que non, il n'y avait pas de connotation sexuelle. Non. Okay. Non. Il y avait deux choses qui étaient écrites et qui sont totalement fausses. J'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, mais je vais actualiser justement cela. Mais en tout cas, tout ce que me reprochait le rectorat en 2019, je l'ai toujours contesté et je l'ai toujours réfuté. Et donc, quand je le réfutais, je disais dans mes mémoires avec mon avocate, j'écrivais, eh bien, ça qu'on me reproche tel jour, telle heure, c'est faux à cause de ça. Et donc, normalement, les juges administratifs, Nicolas, ils ont le devoir de vérifier ce qu'on me reproche. Et ce que je vous ai mis comme exemple, c'est une décision du Conseil d'État qui s'appelle l'arrêt Camino, qui a été rendue le 14 janvier 1916. Donc, c'est vous vous rendez compte? Ça fait plus d'un siècle. Donc, oui? Oui, non, je dis, ça ne date pas d'hier. Il appartient au Conseil d'État, d'une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé les sanctions. Ouais. Voilà, d'accord? Donc, ça, c'est très important parce que, évidemment, si ces gens qui font partie des juridictions administratives, si ces gens veulent vraiment être considérés comme des juges impartiaux de l'administration, d'accord? Eh bien, il faut vérifier ce que l'administration prétend. Parce que si l'administration ment, eh ben, le juge doit pouvoir le vérifier et doit pouvoir le dire. Donc, si tout ce que le rectorat de Reims me reproche est faux, mensonger, eh bien, le juge doit le vérifier. Or, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai déposé mes premiers recours au Théâtre Châlons en 2017, eh bien, les juges qui ont instruit mes dossiers n'ont jamais vérifié ce que le rectorat me reprochait et que moi, je contestais. Donc, ce refus de vérifier la matérialité des faits, ça, pour moi, c'est du déni de justice. Parce que les juges ne font pas leur travail. Je vous repose une question qui a déjà été posée. Êtes-vous suicidaire? Pas du tout. Très bien. C'est juste pour confirmer. Comme ça, il y a une preuve. Voilà. Non. Non, mais c'est important de le préciser. Alors, la deuxième facette du déni de justice, eh bien, je viens justement de vous en parler, c'est que normalement, des juges administratifs qui sont saisis d'un recours en excès de pouvoir, et c'est mon cas, c'est-à-dire que moi, je suis allée déposer un recours au Théâtre de Châlons-en-Champagne en disant les deux révocations, je considère que c'est un abus de pouvoir de l'administration et je veux le faire annuler. Ça s'appelle un recours pour excès de pouvoir. Et donc, dans ce cas-là,
il appartient en effet au Conseil d'État et par extension à tous les juges administratifs d'exiger, Nicolas, écoutez bien ça, d'exiger de l'administration compétente la production de tout document de nature à permettre la vérification des allégations du requérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi, j'allègue, c'est-à-dire j'affirme que s'il y a eu des documents agrafés à cette page 737 dans mon dossier, c'est illégal et c'est un faux. Quand je prétends cela, quand j'affirme cela, eh bien, les juges doivent vérifier si ce que je En gros, dis. traduction, vous faites un recours au Conseil d'État, le Conseil d'État doit répondre à votre demande et faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les preuves soient apportées. Exactement, donc, Nicolas, exactement. Gros, voilà, vous demandez au Conseil d'État que on arrête de se foutre de vous et de vous présenter les preuves, etc. Le Conseil d'État doit s'exécuter parce que c'est son rôle. Voilà. Or, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et, je rappelle aussi, Justine, que le vice-président du Conseil d'État est nommé par le président de la République. Dans mes souvenirs, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, Nicolas. Je vais vérifier pendant que vous parlez. Non, non. Mais quand vous dites le Conseil d'État, donc il faut bien savoir que là, il faut bien voir que là, en 1936, la formulation, c'était « il appartient en effet au Conseil d'État ». Ça veut dire « ça revient au Conseil d'État de le faire ». Mais dans tous les arrêts de jurisprudence depuis près d'un siècle qui ont continué à dire cela, eh bien maintenant, c'est pas seulement au Conseil d'État, mais c'est au juge administratif du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Donc tous les juges administratifs, quand ils sont saisis d'un recours en excès de pouvoir, eh bien, si jamais les personnes qui déposent les recours disent « moi, j'affirme que l'administration a fait ça et ça et je vous demande de le vérifier », eh bien, normalement, les juges doivent le vérifier et doivent exiger de l'administration qu'elle produise des documents qui permettent de vérifier ce que je dis. Alors, voilà. Eratum, c'est le ministre de la Justice, sur proposition, qui fait nommer par décret le vice-président du Conseil d'État. Donc, déjà, si on remonte dans les faits, parce que là, c'est Dupond-Moretti, avant, c'était Belloubet, dans mes souvenirs, qui est actuellement à l'Éducation nationale. Donc, vous êtes bien servi, chère Jocelyne. Les élèves, malheureusement. Les jeux de chaises musicales. Par contre, les conseillers d'État sont nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres. Voilà. Donc, de toute façon, entre guillemets, le pouvoir a son mot à dire, alors que théoriquement, il y a une séparation des pouvoirs. Donc, ça, c'est voilà. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, ensuite, juste pour revenir encore une fois au deuxième refus, donc, ce que je vous montre là, Nicolas, là encore, pour les personnes qui nous écoutent, ce que je montre là, d'accord, je n'arrête pas de le dire et de l'écrire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la cour administrative d'appel de Nancy, je n'arrête pas de le dire depuis le mois de décembre 2019. Je n'arrête pas de l'écrire dans les mémoires qu'on dépose avec mon avocate. Et puis, il y a eu le Covid entre-temps, donc la justice a été vachement ralentie. Ensuite, oh non, non, mais ça… Non, mais ça peut être les arguments fallacieux. Non, vous inquiétez pas, ils ne vont pas oser sortir cet argument-là. Bon. Alors, le troisième refus auquel je me heurte, donc c'est la diapo suivante, eh bien, c'est que… Vous arrivez à la mettre, la diapo suivante, Nicolas? Voilà. C'est que les deux juridictions dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy, ont refusé pendant 3 ans d'ordonner au rectorat de Reims de respecter mon dada. Alors, qu'est-ce que c'est que le dada? C'est tout simplement le droit d'accès aux documents administratifs. C'est un droit qui est absolument légal parce qu'il a été fondé par la loi du 17 juillet 1978 et en plus, il est de nature constitutionnelle. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on veut lutter contre le millefeuille administratif, mais rien que pour vous empêcher l'accès aux documents administratifs, on fait un millefeuille administratif et judiciaire. Non, Nicolas, c'est pas exactement ça. Non, non. Pour m'empêcher d'avoir accès aux documents administratifs, il a suffi, pendant 3 ans, il a suffi d'une seule chose, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la cour administrative d'appel de Nancy, auxquels j'ai fait cette demande, n'ont rien fait. Vous voyez? C'est leur inertie. Quand j'écris refus,
c'est pas que les gens dont je vous ai montré la figure tout à l'heure, c'est pas qu'ils m'ont écrit Madame Chassard, en fait, voilà, on a le regret de vous apprendre que nous protégeons farouchement le rectorat de Reims et que nous n'accéderons jamais à aucune de vos demandes. Jamais ils m'ont écrit une chose pareille. Mais simplement, ils ne font pas ce que je demande et qui est normalement de leur devoir. Parce que normalement, les juridictions administratives sont là pour obliger l'administration à respecter le droit. Et donc, le rectorat de Reims, depuis plus de 5 ans, Nicolas, refuse de me communiquer 14 documents administratifs. Ça fait plus de 5 ans. Et normalement, ça serait les juges administratifs qui devraient taper sur les doigts du rectorat et leur dire bon, écoutez, là, il y a la loi, hein, vous devez obéir à la loi, donc vous donnez les documents à Madame Chassard parce qu'elle a le droit de les avoir, et puis si vous ne le faites pas, eh ben, ça sera une astreinte de 200 € par jour de retard. Si les juges administratifs dans la Marne et dans la Meurthe-et-Moselle avaient dit ce que je viens de vous dire, et s'ils l'avaient écrit, eh bien, j'aurais déjà les documents administratifs, mais je les ai toujours pas. Je les ai toujours pas. Parce que le rectorat de Reims, même s'il a été récemment condamné par le théâtre Chalon à me communiquer ces documents, eh bien, le rectorat de Reims s'en fout, pour parler familièrement. C'est absolument hallucinant. Quand vous avez des prétendus juges administratifs qui ne font pas leur devoir d'obliger une administration à respecter le droit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez l'administration qui comprend très bien qu'elle ne se fera pas taper sur les doigts et donc elle continue à violer la loi. C'est tout, c'est simple. Non, mais c'est complètement hallucinant. Et c'est vrai que la dernière fois, déjà, on parlait de ces... on peut même plus qualifier ça de faille parce que là, ça dépasse l'entendement. Ah, mais là, c'est un dysfonctionnement gravissime que je signale depuis l'année dernière officiellement aux membres du Conseil d'État. Je vais vous laisser cet euphémisme parce que je n'en pense pas moins, mais là, c'est sans commentaire. Alors, on arrive un dossier en état d'être jugé et de respecter un délai raisonnable de jugement. Voilà. Alors, le délai raisonnable de jugement, Nicolas, il fait partie de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains, la CESDH. Et à cause de plutôt grâce à cet article, d'accord, eh bien, les différents pays qui ont signé la Convention européenne sont obligés, justement, de respecter quand même et de faire respecter un délai raisonnable de jugement. Le Conseil d'État, donc le 28 juin 2002, a pris un arrêt qui est très, très important, qui a fait grand bruit, en disant que justement, oui, c'est vrai, avec l'article 6, paragraphe 1 de la CESDH, eh bien, les justiciables en France ont droit à ce que leur requête soit jugée dans un délai raisonnable. Alors, je vais vous dire quel est le délai raisonnable dans l'un des 2 recours qui sont actuellement à la Cour administrative d'appel de Nancy. Ça va faire 3 ans en septembre. Ça va faire 3 ans que à Nancy. C'est un délai préhistorique, ça. Pardon? C'est un délai préhistorique, ça. Ça va faire 3 ans que à la Cour administrative d'appel de Nancy, ils ont mon recours contre la première révocation et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et récemment, j'ai envoyé presque une sommation à la Cour administrative d'appel de Nancy pour leur dire « Je veux une audience en mai 2024 pour ce dossier que vous avez depuis 2 ans et demi. » Et vous savez à quelle date ils ont fixé une audience? Au 12 septembre prochain. Ça veut dire que j'étais en train de leur dire… 2025 aussi. J'étais en train de leur dire qu'ils avaient mon dossier qui n'était pas très, qui n'était pas très compliqué. Ils avaient mon dossier depuis septembre 2021 et donc je voulais une audience en mai 2024. Et qu'est-ce qu'ils m'envoient? Oui, Madame Chassard, on va audiencer en septembre 2024. Donc ça fera, si je n'obtiens pas, un avancement de la date d'audience, eh bien ça fera exactement 3 ans pour juger, pour prendre un jugement
dans la première révocation et pour dire oui, c'est vrai, il fallait qu'elle soit annulée parce qu'elle n'était pas. Et là, c'est parce que c'est vous qui demandez à avoir accès à certaines choses, etc. Parce que vous seriez condamné sur des preuves, etc., à quelque chose de grave, ça aurait été expéditif. Hein, ils n'auraient pas attendu 3 ans. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Certains Bien sûr. parlaient de l'affaire Sarkozy. Sarkozy, ça fait 15 ans qu'on attend qu'il soit jugé. Il a des bracelets. Ah, mais Sarkozy a été condamné, Nicolas. Hein. Oui, il est condamné. Il a déjà vu une cellule de prison, Sarkozy? Non, mais ça, c'est autre Voilà. chose. En tout cas, il a été condamné. Il faut le dire. Il faut le dire. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà. Tout est dans le texte depuis 4 siècles. Voilà. Et je suis désolé de vous dire. Voilà, en gros, ces 4 choses-là que je viens de vous montrer, et en plus, je vous ai montré des décisions du Conseil d'État qui sont très, très importantes. Et normalement, ces décisions, tous les juges administratifs de France et de Navarre devraient se dire « Oh là là, c'est une décision du Conseil d'État, alors là, il faut que je fasse exactement ce qui est écrit. » Eh bien, en l'occurrence, pour Olivier Nizet à Châlons-en-Champagne et pour Éric Mess à Nancy, eh bien, ces 2 personnages, apparemment, ne connaissent pas les décisions du Conseil d'État que je viens de vous montrer. Voilà. Et voilà pourquoi je les accuse de déni de justice. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Surtout quand c'est leur métier. Voilà. Voilà. Alors, là, je voulais juste vous mettre un petit récapitulatif de le catalogue de la Redoute des plaintes pénales. Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire un petit bouquin avec ça. Vous n'avez pas pensé à faire un bouquin de votre histoire? Alors, j'y ai pensé, mais pour l'instant, je vous assure qu'avec tout ce que j'ai écrit depuis 2016, entre les courriels, les plaintes, les mémoires, là, franchement, j'ai des milliers de pages. Donc, pour l'instant, je cherche à faire annuler mes 2 révocations et après, on verra. Bonjour Françoise. Je profite pour saluer Françoise qui est dans le public. C'était la 4e émission que j'ai faite avec elle. Donc, c'était aux alentours du 21 février 2023 où elle nous a parlé justement de ce qui s'est passé dans son métier, sa tentative, le fait qu'elle a failli être assassinée sur son lieu de travail, les relations France-Afrique, etc. Bref, je vous laisse regarder cette émission-là prochainement. Et si j'ai l'occasion, je réinviterai Françoise pour avoir, comme vous, Jocelyne, l'avancée. Et merci Françoise de m'avoir écrit parce que du coup, je vais peut-être vous réécrire par la suite. Allez-y, Jocelyne. Alors, je vais juste préciser quelque chose par rapport aux commentaires de Françoise Nicolas. Donc, elle a dit le parti pris, elle a écrit parti pris scandaleux des magistrats administratifs. Encore une fois, moi, je ne veux pas généraliser. Ce ne sont pas tous les magistrats administratifs que j'accuse. Absolument pas. Par exemple, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'ai été confrontée à 4 membres de cette juridiction dont j'ai vu le refus de prendre des mesures d'instruction que je demandais. Donc, il y avait Antoine Duruc de Baleine, il y avait Olivier Nizet, il y avait Alain Poujade, et puis il y a eu Philippe Christie. D'accord? Il y en avait 4. Mais j'en ai connu j'en ai vu un qui s'est comporté correctement. Il s'appelle Monsieur Minet et malheureusement, il n'est pas resté longtemps au tribunal de Châlons-en-Champagne. Mais en tout cas, lui, il s'est comporté correctement, normalement. Donc, je ne veux surtout pas généraliser, mais simplement, je suis maintenant persuadée que le dossier que j'ai contre le rectorat de Reims est devenu tellement explosif qu'il y a des membres de juridiction qui veulent absolument protéger le rectorat jusqu'au bout, même si ces membres de juridiction se rendent compte que je vais gagner. Mais c'est en quelque sorte pour reculer, pour retarder faire pourrir la procédure et laisser le temps. Pourtant, il n'y a pas de prescription en la matière, je crois. Ah, il n'y a pas de prescription, mais là, il y a le délai déraisonnable de jugement. C'est le délai déraisonnable de jugement. Je veux dire, quand j'aurai gagné, je pense que je vais être obligé de faire une procédure. Le délai raisonnable, c'est eux qui le fixent. Donc, ils peuvent le fixer. Non, c'est pas eux qui le fixent. Non, parce qu'il y a eu justement des arrêts de la Cour européenne des droits humains qui ont sanctionné la France. Et la France sait très bien que 3 ans pour prendre un jugement dans une affaire où il s'agit juste de dire bon, il y avait un arrêté de révocation du ministère de l'Éducation nationale qui n'était pas suffisamment motivé en août 2019. Voilà, on le dit, c'est réglé, paf. Il s'agit juste de faire ça. Et ça fait plus de 2 ans et demi maintenant. Et ça risquerait de faire 3 ans s'il y avait l'audience en septembre. Donc, vous voyez, c'est vraiment objectif, le délai déraisonnable de jugement. Alors là, c'est juste, je vais pas, on va pas appuyer là-dessus, mais juste les 2 noms que vous avez vus dans la diapo précédente,
Et là, je vais arriver à, à une autre façon d'essayer de m'intimider. Donc, il y a Éric Mess, qui est actuellement premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Nancy, et qui avait justement ce dossier dont je vous parlais sur la première révocation depuis septembre 2021. Et donc, Éric Mess, parce que j'ai demandé sa récusation en 2023, il a accepté de se déporter. Donc, Éric Mess, il ne gère plus mes dossiers. Par contre, ça n'y a pas plu que je porte plainte contre lui au pénal pour déni de justice. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'accuse de diffamation. Et il a été, peut-être, c'est une hypothèse, je n'affirme rien, peut-être qu'il a passé un petit coup de fil à son collègue Olivier Nizet à Châlons-en-Champagne et qui lui a dit, ben écoute, comme Madame Chassard, elle t'avait aussi accusé de déni de justice, peut-être que si on se met tous les deux, on sera plus fort contre elle. Et donc, à cause de la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube le 26 juin 2023, l'année dernière, qui s'appelait « Déni de justice de 2 juges administratifs », à cause de cette vidéo, où je ne faisais que expliquer pourquoi j'avais dû porter plainte contre ces 2 individus, à cause de ça, Éric Mess et Olivier Nizet ont porté plainte contre moi pour diffamation. Voilà. Et vous pouvez passer à la diapo suivante. Juste une question, parce que Super Gorette nous pose la question de savoir en haut à gauche l'emblème avec le point levé et la toile j'ai déjà eu un commentaire comme ça. Donc, Super Gorette, je vais vous apprendre quelque chose. Voilà. C'est quoi comme symbole? Alors, ça, c'est tout simplement le symbole de la révolte devant l'injustice. Et puis, si vous enlevez le point, vous avez tout simplement le symbole du sexe féminin. Ah, d'accord. Non, parce que je ne connaissais pas, c'est pour ça, je pensais que c'était… Y a pas de... Donc, en fait, c'est un symbole féministe. C'est vrai, parce que les symboles presque antifascistes ressemblent un poil à ce genre de choses, si je ne me trompe pas. Donc, je me suis posé la question. Alors, souvent, il y a des références presque aussi au royalisme. Donc, voilà. Bref, non. Là, c'est féministe et la révolte contre l'injustice. Et donc, Nicolas, c'est pour ça que je vous ai dit que votre invitation tombait à pic. Donc, à la suite de la plainte de Éric Mess et de Olivier Nizet contre moi pour diffamation, eh bien, il y a une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Alors, je n'ai pas mis son nom parce que je ne l'ai pas encore rencontrée, donc je ne sais pas du tout comment elle va être. Donc, je préfère ne pas dire son nom pour l'instant. Donc, il y a une juge d'instruction qui m'a convoqué pour le 7 juin 2024, donc dans 10 jours, et elle envisage de me mettre en examen pour diffamation. Parce que, dans la vidéo que je vous ai montrée dans la diapo précédente, eh ben, j'avais dit les raisons pour lesquelles j'avais été obligée de porter plainte au pénal, une plainte au procureur de la République. J'avais été obligée de porter plainte contre Olivier Nizet et Éric Mess. Et donc, parce que j'ai expliqué ça dans la vidéo, Éric Mess et Olivier Nizet m'accusent de les avoir diffamés. Eh oui, ils font une inversion accusatoire, quoi. Voilà, c'est tout. Parfait. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, puisqu'on parlait de symboles féministes, mais est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques années, je n'ai pas vérifié la date avant notre entretien, il y avait eu plusieurs femmes membres du parti Écologie Les Verts qui avaient justement signalé un comportement de harcèlement sexuel de la part d'un de leurs collègues qui s'appelait Monsieur Beaupin. Oui, Denis Beaupin. C'était pas Sandrine Rousseau qui avait porté plainte, je crois? Alors, il y avait Sandrine Rousseau, puis il y avait d'autres femmes. Mais je vous parle de Denis Beaupin, pourquoi? Parce que quand ces femmes, ces membres, ces personnalités politiques du parti Écologie Les Verts avaient justement dénoncé le harcèlement sexuel de Denis Beaupin, pour les faire taire et pour les intimider, les avait accusées de diffamation et avait porté plainte contre elles. Et finalement, Denis Beaupin a été, il a été débouté. Et en plus, il a été condamné. Il a voulu gagner du temps et donc, en gagnant du temps, il fait une contre-plainte
J'allais dire, c'est un peu comme Pasqua quand il disait, quand il y a une affaire qui vous concerne, vous créez une autre affaire dans l'affaire, puis une autre affaire dans l'affaire. C'est les poupées russes comme ça. Après, on ne sait plus. C'est presque du totalitarisme des affaires. Donc, ça permet de faire pourrir la procédure et de prendre le plus de temps possible. Comme ça, on a le temps de se retourner. Et donc, aujourd'hui, on a essayé de vous atteindre sur le plan psychologique. Ça n'a pas fonctionné parce que je vous vois toujours, comment dire, dynamique et combattante, et ça fait plaisir, et rien que pour ça je vous dis bravo, et j'invite aussi tous ceux qui sont dans une situation similaire à la vôtre déjà à m'écrire pour qu'on puisse peut-être faire une émission éventuellement pour en parler, mais aussi à vous écrire pour vous apporter leur soutien. Puis mais je termine juste sur cette convocation. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans 10 jours, c'est le 7 juin. Et j'ai déjà répondu par écrit à Madame la juge d'instruction, puisqu'elle m'avait déjà écrit à la mi-mars. Et là, elle me demande, avant que je la rencontre le 7 juin, elle me demande de lui dire si j'ai besoin d'un avocat ou d'une avocate. Et je vais lui répondre que je n'ai pas besoin d'avocat ou d'avocate. Et donc, je vais y aller toute seule. Et ce que je voulais juste dire, c'est que vous avez fait remarquer que c'était une contre-affaire. Et à mon sens, c'est exactement ce que cherchent à faire Éric Mess et Olivier Nizet, c'est-à-dire, comme ils savent que j'ai la preuve objective qu'ils n'ont pas pris les mesures d'instruction que je demandais et donc ils n'ont pas bien fait leur travail de juge, ils essayent de retourner, comme vous avez dit, l'accusation contre moi et ils essayent de m'intimider. C'est aussi, à mon avis, pour ça qu'est fait cette plainte, c'est de m'intimider. Surtout qu'ils ont choisi, Nicolas, un avocat du barreau de Paris qui s'appelle Olivier Maurice. Donc, j'ai commencé à faire quelques petites recherches sur lui. Et donc, je pense que ces deux personnages, Éric Mess et Olivier Nizet, croient vraiment que ça va me faire perdre les pédales de me retrouver devant une juge d'instruction ou éventuellement de me trouver en audience au tribunal correctionnel pour diffamation. Eh bien, je tiens à leur dire que pas du tout et que ça risque de faire exactement comme pour Ombéline Mahugier, c'est-à-dire ça risque de leur revenir dans la figure comme un boomerang. Voilà. Certains vous suggèrent, après chacun est libre de faire comme il veut, de ne pas y aller. Vous comptez vous présenter? Ah si, bien sûr que je vais y aller. Bah, évidemment que je vais y aller. C'est dans 10 jours. Ah non, c'est une convocation. Non, moi j'y vais. J'y vais et je veux avoir cette personne. Alors ça sera pour la seconde partie, Nicolas. Tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors, bon, si vous... On a bien avancé déjà. Merci, super. Alors, vous me demandiez pour des groupes de soutien ou des associations. Alors, en fait, j'ai rencontré sur mon chemin, depuis 2016, plein de bonnes personnes. Quand je dis plein, ça doit se monter aujourd'hui à une vingtaine. D'accord? Et c'est grâce à ces rencontres que j'ai toujours gardé espoir. Par contre, pour ce qui concerne des groupes ou des associations ou des collectifs, j'ai été abominablement déçue. Et Françoise Nicolas, elle a aussi connu la même déception. En ce qui concerne les syndicats de l'éducation nationale, il n'y a rien à espérer. En ce qui concerne des associations, pseudo-associations pour lutter contre le harcèlement moral, les deux que j'ai consultés, que j'ai contactés, il n'y a rien du tout. En ce qui concerne des avocates et avocats, je dis toujours que c'est une rencontre miraculeuse avec mon avocate Alice Lerat, il y a 7 ans. Et puis, en ce qui concerne des groupes de parole, pour l'instant, je ne peux compter que sur les amis et camarades qui m'entourent et qui me soutiennent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui. Donc, vous avez dit que vous étiez content de me voir aussi combative. Oui. Donc, je tiens à dire quelque chose. Quand je vous ai dit que j'avais rencontré de bonnes personnes et que c'était grâce à elles que j'étais encore dans cet état d'esprit, parmi ces bonnes personnes, il y a des médecins. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, je peux dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, j'ai toujours eu un suivi psychologique et médicamenteux. Toujours. Là, aujourd'hui, je suis sous antidépresseur. Donc, j'ai rencontré un médecin traitant, très très bien, 3 psychologues, successivement, je veux dire, hein, et 2 médecins psychiatres et une infirmière en psychiatrie. Donc, c'est grâce à ces personnes, à leurs compétences et grâce au traitement antidépresseur que je prends depuis 2016, avec des petits intervalles hein, où j'ai arrêté parce que j'allais beaucoup mieux, mais c'est grâce à ça que je peux tenir. Parce que dans mon cas personnel, hein, s'il n'y avait pas l'antidépresseur,
je ne pourrais pas mettre toutes mes facultés intellectuelles en mouvement pour combattre. Ça serait impossible. Impossible. Bon. Donc, il y a vraiment ça qui est important. Et cet accompagnement psychologique et médical, c'est absolument nécessaire pour tenir le coup. Voilà, ça c'est vraiment nécessaire. Rassurez-vous, Justine, bon, vous savez que ce soir, il y a plus de 300 personnes qui sont avec vous aussi, qui vous Je les remercie.